Qui est collectionneur d'instruments anciens également, va nous faire participer à ses connaissances. Et merci beaucoup, M. Gavel, pour votre venue ici parmi nous. Merci. Et surtout pour commémorer effectivement le souvenir du père Gosse, qui était majoral, qui fait Louis, ça vous le savez. Et moi je l'avais rencontré quelques fois, mais bon, c'est vrai qu'il venait peu à Marseille, et moi je montais peu dans ce pays. Donc du coup, voilà, c'est un peu ce genre de choses, mais heureusement que moi j'étais pas encore majoral, mais il y avait des consistoires, et ça permettait donc d'avoir toutes les nouvelles des uns et des autres. Donc c'est, si vous voulez, cette communication, c'est... Bon, j'ai dit ça très rapidement. 800 ans de musique provençale, en réalité, c'est pas forcément que de la musique provençale, parce que, si vous voulez, il ne faut pas être forcément irrédentiste sur la question, c'est-à-dire récupérer ce qui est absolument provençal. Vous voyez, par exemple, dans les grands compositeurs nés en Provence, mais pas forcément provençaux, vous avez Olivier Messiaen. Messiaen, quand même, c'était un phénomène. Il a marqué pratiquement l'idéal musical pendant à peu près 60 ans. Bon, il n'est pas provençal dans ses gènes, si vous voulez, comme son nom d'ailleurs l'indique, puisque c'est un nom d'origine belge, mais il est né à Avignon, tout à fait par hasard, et puis c'est grâce à Mistral que Mistral donc, avait demandé à la petite sauvage donc, qui était sa maman de monter à Saint-Étienne pour éditer ses textes. Et du coup, elle est tombée amoureuse de l'éditeur, c'était M. Messiaen, et donc ils ont fait le petit Olivier. Voilà. Et c'est comme ça que les choses se passent. Donc, vous voyez, finalement, il y a toujours un peu un Mistral sous branche. Mais bon, peu importe. En tout cas, ce qui est important, c'est de voir que notre terre provençale, occitane, enfin, tout ce grand sud, ce grand midi, a été quand même un foyer extrêmement important parce qu'il y avait des cours séparés, que, bon, Paris était très loin, mais que lorsque vous regardez par exemple les compositeurs comme Jean Gilles, qui est un Nîmois, bon, qui a été aussi à Aix, Campra, qui a été organiste à Aix aussi, quand vous prenez Rameau, qui a été organiste à Notre-Dame-des-Dons à Avignon, ils ne sont pas spécialement provençaux. Il n'empêche que quand vous regardez surtout les détours compositionnels de Jean Gilles, j'insiste là-dessus, il met dans son Tédéum du Dalobé tambourin parce que c'est l'instrument qui est local à l'époque repéré comme tel, mais par contre il va écrire dans je dirais, un contour stylistique qui est à la mode à l'époque, c'est-à-dire de la musique. On pourrait bêtement dire normale, c'est-à-dire ce que vous entendez à Paris, ce que vous entendez à Vienne, ce que vous entendez à Milan, ce que vous entendez à Rome. Bon, vous voyez, c'est cette notion-là. Et la notion de provençalité, de régionalisme, je dirais, de source particulière, c'est quelque chose qui va arriver très tard dans l'histoire de nos humanités, dans l'histoire de la musique, qui vraisemblablement va arriver au cours du XIXe siècle avec l'éveil des écoles nationales, des écoles vraiment nationales, vous le voyez surtout avec les populations d'Europe centrale, parce que là, effectivement, il y avait des enjeux politiques, et nous autres faits libres, évidemment, quand nous parlons provençal, nous faisons un acte politique au sens, je dirais, citoyen du terme, c'est-à-dire qu'on affirme notre différence sans forcément être engagé dans des je dirais, des farfantelles invraisemblables, mais il n'empêche que nous affirmons notre différence. Et ce qui est important, c'est que pour la musique, c'est exactement pareil, et que ça va être gagné par, au XIXe siècle, cet éveil des écoles nationales, notamment, donc, vous avez bien sûr Bartók, vous avez Dvorak pour les gens d'Europe centrale, vous avez Pouchkine, et donc ce qui va être les groupes des 5 en Russie, et donc nous, ça va être pareil sur notre Europe occidentale, avec l'Allemagne, avec l'Angleterre, bien entendu, avec la France, et notamment avec les collectages que l'on va initier dès le début du Second Empire, et donc vous vous souvenez dans les années 70 pour les plus mûrs d'entre nous, lorsque on regardait les collectages de Damas Arbo par exemple, c'était notre Bible à nous. Damas Arbo c'est 1870, c'est une délégation ministérielle, et donc c'était pour aller collecter en quelque sorte la mémoire. Ce qu'il y avait encore dans la troubadour, c'est que ça va durer à peu près 2 siècles globalement, mais à travers ce qui va être écrit, on est exactement dans la même tradition que ce qu'est le chant romano-franc, qui est le chant grégorien, le chant de l'Église, donc catholique romaine
chez nous, mais qui est ni plus ni moins qu'une évolution, une extrapolation de ce qu'était le chant byzantin, d'où nous sommes tous issus sur le plan à la fois du contour et la prééminence de la langue. Et quand on chante le provençal, enfin ancien, le vieux roman, eh bien évidemment, le rythme n'étant pas marqué exactement comme dans les chants grégoriens, bon, je n'ai pas porté de manuscrit, mais bon, il faut me croire sur parole, vous avez que des neumes, donc des notes qui sont carrées, il n'y a pas de rythme. En réalité, le rythme est instillé par la scansion même de la poésie. Et donc, vous savez que les Français, nous n'avons pas forcément un accent tonique par rapport aux Italiens, on le voit très nettement, mais la poésie grecque et la poésie romaine est basée sur une scansion. Et donc, vous avez des iambes, des crochets, des analètes, des anapestes, voilà. Tous ces éléments qui vous donnent donc des longues et des brèves, avec une alternance, et qui vous donnent donc des rythmes. Donc, c'est pour ça que quand on a traduit en musique moderne, lisible, pour le commun des mortels, les chants des troubadours, on a fait rentrer toute la musique des troubadours que dans un lit de Procuste qui consistait à faire un ternaire, ou ainsi de suite. Bon, alors c'est un peu simplifié, mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, quand vous écoutez ce que joue une vaillante tambourinaille, vous passez les degrés, et puis donc avec notamment Ventadour ou Belle Douette, et puis que vous écoutez ce que l'on fait aujourd'hui dans des démarches complètement historiquement informées. Si vous ne voyez pas le titre, vous dites qu'est-ce que c'est ce qu'on joue, mais seulement nous sommes sur le texte vraiment, et puis après vous avez des reconstructions tout à fait particulières. Voilà. Eh bien, on a exactement la même démarche dans l'évolution et dans la recension de ce qu'on appelle la lecture historiquement informée dans le champ classique, dans le champ religieux, quel qu'il soit, et donc on se retrouve avec les mêmes problématiques. Alors évidemment, ça sous-entend que l'ancien occitan, le vieux roman, le vieux provençal, appelez ça comme vous voulez, finalement il était rythmé au même titre que l'était le latin, au même titre que l'était le grec, et du coup vous avez une sorte d'évidence, alors qu'aujourd'hui les gens de la ville parlent un peu le provençal comme on parlerait presque le français, c'est-à-dire avec moins d'accent, moins de scansion, parce que c'est comme ça. On est dans une évolution, un peu d'érosion, et il y a une sorte d'effacement, si vous voulez, de dilution dans ce qui est notre langue dans laquelle on s'exprime le plus facilement. Et d'ailleurs, vous remarquez que je m'exprime en français parce que d'abord je dis plus vite, ouais, c'est pour ça, et puis parce que j'ai le temps à compter, et puis surtout que les mots, enfin le vocabulaire spécifique, quand je parle provençal, c'est pas ce que je raconte. Je dis, voilà, des choses normales, mais là, bon, comme c'est un vocabulaire spécial, je vais goûter à tous les mots, et pour vous parler le provençal comme je vous parlerai en anglais, c'est un peu anormal, donc je vais vous faire en français, parce que ça va plus vite, et vous comprenez. Bon, donc voilà. Alors, ce qui est, me semble-t-il, important de voir, c'est que ça fait à peu près 2 ans que tous ces tambourins, tous ces instruments-là ont été un peu secrets, donc j'en ai profité pour un peu leur faire prendre l'air. Voilà, l'air, on met aussi peu, c'est pas grave, bon Dieu. Donc, je suis pour vous montrer aussi cette évolution que l'on a, parce que, évidemment, le texte va avec l'évolution des objets, des instruments eux-mêmes. Donc, le tambourin, que nous l'avons aujourd'hui en Provence, est un tambourin relativement récent qui remonte au XVIIe siècle, sous sa forme dont on en parlera tout à l'heure. Ce qui est phénoménal pour les flûtes à 3 trous, et donc le Moyen-Âge, bien entendu, le Moyen-Âge central essentiellement, et puis après final, bien sûr, c'est quand même ce qui est important, c'est de voir que la flûte à 3 trous est universelle, c'est un standard européen, mais par contre, la façon dont on va user du tambourin, de la percussion, du tambour, tambourite, c'est très variable. Il n'y a pas de canon particulier, et l'iconographie, vous êtes témoin. Alors, je vais vous faire quand même entendre ce qu'est voilà. Voyez, ça c'est le petit tambourin que vous avez. Bon, il ne marche pas forcément idéalement, mais il n'empêche que quand vous voyez ce qui existait à l'époque, c'était ça, vraisemblablement, c'est ça dont on utilisait le plus la percussion. Et alors, j'attire votre attention sur quelque chose de très, me semble-t-il, de très fondamental. C'est que les traditions populaires, il faut les considérer comme étant la mémoire stratifiée d'une pratique endormie. Mémoire stratifiée d'une pratique endormie, ce qui veut dire que nous avons, vous voyez, dans nos tambours, dans nos tambourins, vous avez un cercle et un cercle pour rouler la peau. Et bien, dans les traditions populaires, vous avez le même cercle dont la peau est percée, voyez, et vous passez vos ficelles à travers le même cercle. Ça vous économise évidemment de faire 2 cercles. 2 cerceaux. Bon. Ça, c'est avantageux, et c'est pour ça qu'on s'en est beaucoup servi dans les traditions populaires. Et bien, quand vous regardez des traditions de flûte à 3 trous, ou de flûte à ligne, que vous retrouvez aujourd'hui dans, notamment, enfin, pratiquement toute l'Europe et une partie de l'Amérique latine, eh bien, vous avez cette façon de faire.
par économie. Et donc vous avez eu une cristallisation quelque part de la technique de fabrication des instruments. Et donc ça s'est fixé. Et là vous avez un tambour qui est comme, alors d'Ibiza. Ibiza, ils sont perdus au milieu de la Méditerranée, vous savez, c'est les Baléares, ce sont des Catalans, ils parlent le marounais, bon, c'est le catalan en particulier, mais vous remarquez que la même peau est percée avec donc ce genre d'instrument. Et bien ça, on a ça au Moyen-Âge, complètement. Et après, c'est après que les choses se sont complexifiées. Donc le tambourin, bon, il a ce son comme idée, hein, donc je vous fais quelque chose. Ils sont tous noirs, vous comprenez, c'est ça. On va faire de flou avec les marques. Bon, donc ça c'est une petite pièce du 13e, fin 13e, début 14e. Si vous avez toute la soirée avec ça, vous n'avez pas les escourdons. Alors évidemment, vous voyez, c'est un peu délicat parce que c'est un peu fort, c'est un peu bon. Mais c'était efficace. Ce qui était important, c'était l'efficacité. Dans la musique traditionnelle, dans ce qu'on appelait la musique traditionnelle, qui était la musique populaire, c'était l'efficacité. Après, je reviendrai au Moyen-Âge, parce que, alors, curieusement, quand nous jouons au Moyen-Âge, les airs des troubadours, on a du mal à les jouer avec ça. Alors que normalement, ça devrait être ce son. Vous voyez, parce qu'on est quand même pétri d'un certain romantisme. Et puis que notre oreille évolue, nous sommes culturellement complètement ailleurs par rapport à ce que l'on peut imaginer de variantes vraiment précises de l'époque. Alors là, vous avez un son assez sépulcral, bon, et vous voyez les massettes qu'on appelle des maillotches, c'est ce que Berlioz appelle les massettes gomme, ou les baguettes gomme qu'on utilisait pour les timbales. C'est une sorte de feutrine, c'est pas la gomme, c'est pas la baguette éponge que vous avez un peu partout, mais il n'empêche que vous avez ce genre de pièces-là. Et là, ce qui est intéressant sur ce tambour, c'est que c'est exactement le tambour du Moyen-Âge, au début de la Renaissance, et celui-là, je l'ai acheté au Pérou, sur le marché de Lima. Voyez, ça veut dire que, alors vous avez le même, je peux vous faire la même analyse pour la harpe, c'est exactement pareil, c'est-à-dire que les Espagnols, évidemment les Castillans ont porté une certaine habitude dans ces pays-là, et finalement, instrumentalement parlant, par, je dirais, assimilation, bon, ben, ils ont récupéré ces instruments-là. Moi j'ai enlevé la chanterelle pour faire une timbale, parce qu'autrement on a vite le son de caisse claire, mais ça vous donne quelque chose de très rond. Hein, bon. Alors là aujourd'hui il pleut, ça va, mais vous savez, vous avez remarqué les tambourins ils sont comme les lutistes. Aujourd'hui il fait soleil, mais oui c'est normal. C'est une vraie station météorologique. Mais il faut se contenter de ce qu'on a, c'est très bien, il fait nuit, c'est parfait. Évidemment, ce sont des diptyques de danse du début de la Renaissance, mais pourquoi on joue ça? Pourquoi je vous propose ces instruments-là? Je m'approvisionne là-bas? Non, pas spécialement. Mais c'est fascinant quand vous êtes dans l'organologie, vous avez des idées bien précises, et puis quand vous tombez sur une source, vous avez une sorte on peut dire de révélation, hein, parce que nous sommes dans une chapelle, on peut le dire, on vous dit, ben oui, mais finalement, il n'y a rien vraiment qu'à changer, et on va au plus rapide, on va au plus simple, au plus efficace, et c'est diaboliquement efficace. Alors là, je vais vous faire peut-être, je vais vous proposer une petite pièce du Moyen-Âge, des troubadours. Donc là, on revient au XIe, XIIe siècle. Mais c'est surtout avec une esthétique de jeu qui est plutôt romantique, qui est celle qui a été publiée à l'époque par Genrich, donc tous les fameux romanistes allemands,
d'où Mistral, donc finalement, est un peu issu quelque part, parce que ce sont les premiers dictionnaires, le dictionnaire d'Honorat mis à part, mais les premiers grands dictionnaires occitaniens à l'époque, ils sont faits par des Allemands, que ce soit Piat, que ce soit Lévy, et donc c'est pareil dans la musique. Et pourquoi cette notion très étrange? C'est parce que au XIXe siècle, période romantique, eh bien, on va magnifier le Moyen-Âge qui avait été considéré comme vraiment un temps d'obscurantisme absolu, et on va essayer de trouver ce qu'il y a en dehors de l'Église, notamment les troubadours et la musique donc complètement profane. Et vous avez curieusement ces troubadours d'Occitanie, ces troubadours du Midi, vous allez les trouver bien entendu sublimés par les chamanistes allemands, mais vous allez avoir, lorsqu'il va y avoir l'éclatement de cette civilisation, vous allez avoir en Allemagne les Mainzanger, donc qui vont continuer, les Français vont avoir les trouvères, vous allez retrouver des troubadours, des restants de troubadours au bout du Portugal, en gallico-portugais, notamment Alfonso X le Sage, Alfonso El Sábio, le roi du Portugal, qui était un roi plutôt mathématicien et astrologue que monarque, mais enfin bon, voilà, demander à Macron par exemple de faire tourner le pendule. Bon, il le fait peut-être, entre temps, entre métiers, hein, voilà, c'est différent. Mais en tout cas, c'était un type brillant, donc il a fait les cantiques à Santa Maria, c'est-à-dire les cantiques à la Vierge Marie, avec la sublimation de la dame, qui est donc celle de Marie par rapport à la châtelaine. Vous avez tout un transfert, je dirais, psychanalytique très intéressant à faire. Et puis vous allez les retrouver juste en anglais, les troubadours. Il faut bien imaginer que ça va irriguer tout ça. Et les premiers monuments, et ça c'est important, de littérature italienne, qui vont être donc à partir du XIIe, XIIIe siècle. Bon, lorsque on demande à l'Italie, notamment à la Sicile, d'avoir une littérature propre, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre les textes de Folquet de Marseille, donc l'archevêque qui était, en plus qui venait de Toulouse, encore des Occitans, et donc de traduire ces poèmes dans la langue sicilienne. Et ce qui est très amusant, c'est que quand on voulait faire un peu de mauvaise farce, on chantait, parce que le saint prélat, n'est-ce pas, officier, on chantait les égarements de sa jeunesse en chantant ça. Et donc, dit-on, il devenait Toulouse. C'est un peu le même système que Saint-Augustin dans la première partie de sa vie, quand il était manichéiste et qui a été très porté sur Dieu, l'amour terrestre. Hein. Bon, voilà. C'est très intéressant de voir ces parallèles-là. Donc, on reviendra à Saint-Augustin d'ailleurs. Donc, je vous fais cette pièce de troubadour, c'est Chant d'amour pour toi. Alors, les Provençaux ont inventé l'amour. Vous allez dire, l'amour, oui, d'accord, comment ils faisaient avant? On a inventé la sublimation de l'amour. Bon, parce qu'on a trouvé des mots pour nommer les choses. Bon. Et ça, c'est vraiment la clarté de la civilisation du Sud, civilisation de la lumière, par rapport aux Teutons et aux sauvages. Et donc, ce qui est intéressant, c'est quand vous relisez la guerre des Gaules de César, vous vous apercevez qu'il en a plutôt après les gens du Nord, les Celtes, là. Nous, dans le sud, la Narbonnaise, la province, Rome, bon, nous sommes presque italiens, nous sommes presque comme eux. Dès que vous passez la Loire, après c'est des trucs, alors là, il faut les prendre à la caillasse, et voilà, après ça finit mal, et voilà, ça finit mal. Pour ça, bon, on ne va pas vous attrister sur la question. Enfin, vous voyez, l'idée quand même, c'est important, il y a une notion méditerranéenne. Et quand on vous dit méditerranéenne, maintenant on pense aux Arabes, mais pensez à Platon. Platon, il vous dit, mais les peuples de la Méditerranée sont exactement comme des grenouilles autour d'une mare. Les grenouilles autour d'une mare. Et c'est vraiment vrai. Si vous voulez, vous mangez, enfin moi pas trop, mais la cuisine à l'huile, par exemple, il y a nous, il y a les Arabes, il y a les Espagnols, il y a les Italiens. Vous voyez, bon, moi je ne suis pas cuisine au beurre, je ne mets pas gras. On empêche que, voilà, on a un sément. Et ça, c'est pour la cuisine, c'est pour la langue, c'est pour l'architecture. Donc je vous fais Ventador, je ne vais pas...
vous avez avec vraisemblablement le son de ce que devaient avoir ces tambours à l'époque. Donc, ça fait toujours la même note, c'est-à-dire là, bon, je l'ai mis en sol. Ce qui est intéressant, effectivement, c'est que vous allez jouer à la fois un rythme en percutant et un accord modal, mais ça vous est peut-être arrivé, bon, si vous êtes de bons faits libres, qui assistez assidûment à nos Saint-Estelle, vous apercevez qu'il y a des gens normaux, du Sud, nous, bon, voilà, et puis alors, il y a des gens étranges qui viennent du Berry, de la Dordogne, d'Auvergne, d'Auvergne, c'est encore autre chose. Bon, voilà. Mais pourquoi je dis ça? C'est parce que ces gens-là ont eu, malheureusement pour eux, ou heureusement pour eux, une urbanisation beaucoup plus tardive. Et du coup, ces gens-là, musicalement, dans leur imaginaire collectif, ils ont une musique modale. Et la musique modale, ça vous permet d'avoir évidemment toujours la même notion de la musique, c'est-à-dire le même type d'accompagnement, ce qu'on appelle la musique en bourdon. Et ce qu'aujourd'hui, tout le monde semble redécouvrir avec la Saint-Patrick, un saint bien de chez nous, puisqu'il est d'Irlande, ouais, et donc avec la Saint-Patrick et les fêtes celtes. Je veux bien, mais en tout cas, on avait inventé ça, enfin nous, pareil, on a dit, même, vous savez que nous sommes celtes, hein, vous regardez, je vous renvoie à Pierre Benoît, nous sommes tous celtes, hein, ça se voit peut-être pas trop, mais voilà, peu importe. Donc c'est pas très grave, mais en fait ça indique bien quand même cette notion de mauvaise communication et surtout d'inculture crasse des gens qui communiquent sur la question. Donc en tout cas, cette notion de mode est très importante, modale, hein, parce que vous avez, ça date des temps anciens, notamment Platon essentiellement, et Aristote bien sûr. Donc vous avez ce bouton. Alors, au début, on dit oh, ça va, il a ce bouton qui est démanché, c'est pas un problème. Mais en réalité, c'est que vous êtes dans un ton, c'est un rail, et vous êtes obligé de garder votre son, et votre ton, et votre accord jusqu'au bout du morceau. Et vous ne pouvez pas moduler, comme on fait après dans la musique tardive. Ce qui fait que vous êtes contraint. Alors, pour nous, les Provençaux, ça ne nous a jamais trop plu. C'est pour ça que le tambourin à cordes, on l'a laissé aux Pyrénéens. C'est bien dans la montagne. Puis, évidemment, la maintenance de Gascogne est très célèbre chez nous. Bon, voilà, donc on regarde ça tranquille. Voilà, on sait de quoi on parle. Mais voilà, vous avez ce genre d'archaïsme, quelque part. Et vous avez en musique deux systèmes. Vous avez le système tonal, le système modal. J'évoquais Messiaen en exergue. Messiaen va faire la synthèse, il va prendre des modes et il va faire de la musique complètement actuelle, avec notamment les 20 regards sur le chant Jésus, la messe de Saint-François, etc. C'est très étonnant. Bon, mais il va récupérer un matériel ancien, un matériau ancien, une texture archaïque, pour en faire de la musique actuelle, moderne, complètement, qu'on étudie d'ailleurs toujours au conservatoire, Dieu merci. Alors là, bon, je vous fais quelque chose tel que vont le faire les Landais, par exemple. Au bout de plusieurs heures, oui, vous pouvez être un peu saturé par la question. Bon, et donc ça, c'était la volonté de dire que, évidemment, pour être universel, il faut s'appuyer sur des particularismes. Et ça, c'est une idée de l'ancien royaume, bon, qui a continué, puisque aujourd'hui on fait ça. Donc, quand après, on a eu les éditions de 1724, notamment des pièces de Rameau, dans le frontispice, vous avez la citation du peintre Lancret, Nicolas Lancret, avec un tambourinaire en tricorne, n'est-ce pas, jaquette, tout à fait 18e, qui joue du tambourin à cordes. Donc, si vous voulez, le passage est passé de la tradition populaire à la tradition académique, la tradition de la cour, la tradition parisienne, déjà, à l'époque. Donc, après, vous allez l'avoir dans les opéras, évidemment, les opéras ballets, notamment de Rameau, que ce soit les Paladins, que ce soit les Indes galantes, que ce soit chez Campra, le carnaval romain, que ce soit, vous voyez, plein de choses. Bon, c'est pas le sujet, mais pour vous dire l'ouverture, vous voyez, je dirais, la richesse de l'excitation intellectuelle et esthétique de cette époque-là. Avec là, vous remarquez que, enfin, je vous fais remarquer que normalement c'est ça tout le long. Bon, sauf que des fois je fais des émioles. Ça c'est complètement baroque. C'est-à-dire que vous avez des mesures en 3 temps, dedans, hop, subrepticement, je dirais presque en contrebande, vous mettez des mesures à 2 temps. Je dis que c'est un ensemble, évidemment, si les gens sont intéressés par ça. Mais c'est pas fait pour l'instant, ça tombe bien.
oppositions, des variations, pas folkloriques, hein, où effectivement dans les bons salons, on avait généralement toujours une harpe ou un clavecin. Et donc on faisait de la musique où on modulait. Alors là, la modulation, par exemple, quand vous êtes dans un vrai ton, on est par exemple dans un ton majeur, normalement on a l'habitude de moduler en mineur, donc on fait la mineure, le relatif. Et puis le do, on va passer à ré ou on va passer à fa majeur. Bon, c'est une vision de l'esprit, c'est de la mathématique quelque part. Hein. Mais ça vous permet d'avoir des tons voisins, ce qu'on appelle des tons voisins. À entendre pour l'époque, c'est inhabituel. Là, alors on va passer à un système un peu particulier, c'est que bon, on ne peut pas faire forcément des modulations partout, mais on va, plutôt que d'entendre le même son en sol majeur d'un bout à l'autre, on va avoir des changements. Alors, je vérifie si c'est juste. Ça, c'est jamais trop juste, mais on fera avec. Mais vous voyez, vous avez 3 tonalités parallèles. Ces 3 tonalités parallèles ont un grand intérêt, c'est parce qu'elles vont vous permettre d'avoir un paysage différent. Elles ont une grande limite. C'est que vous allez passer ex abrupto, immédiat res, comme on dit, sans préparation d'un ton à l'autre. Et là, ça, normalement, c'est interdit chez nous. Bon, complètement interdit. Dans la musique normale, c'est interdit. Il y en a qui passent des années à étudier les modulations. Moi, j'ai un peu renoncé au bout de 4-5 ans, mais c'est très compliqué, je ne suis pas un intellectuel de la musique, c'est difficile, tu vois. Vous comprenez? Mais enfin, en tout cas, c'est ce qu'on appelle l'écriture, c'est la composition. Et bien là, vous allez voir que c'est très étrange. Vous faites tonique dominante, donc jusque-là, ça va. Vous savez que pendant à peu près 300 ans de la musique, les timbaliers faisaient ça, hein, un tonique dominante, hein, même jusqu'à Beethoven, d'ailleurs. Bon, et puis après, ça va changer. Et puis maintenant, ils ont un jeu de une dizaine de timbales. Donc ça veut dire qu'il ne faut pas se tromper, parce que plus on multiplie les trucs, plus vous pouvez la faire sauter, donc c'est pas grave. Et là, c'est un peu le même cas de figure avec ce genre d'instrument. Donc c'est un rondeau. Alors le rondeau est typiquement français parce que ça veut dire que vous revenez en quelque sorte au refrain. Le refrain est légèrement varié et c'est dans la méthode de Vienne, repris dans la méthode de Château-Minois, qui est une méthode donc, de Galbé Tambourin qui a été éditée en 1812. C'est une évolution parce que c'est la cristallisation du folklore. Et vous voyez, quand le folklore et la pratique fait évoluer les choses. Alors après, on peut un peu juger, là on rigole, on s'en fout, voilà, s'il faut le faire, je le fais. Mais c'est une évolution, si vous voulez, qui se fait presque à notre insu, parce qu'il faut faire la fête. Et pourquoi maintenant, quand vous avez des fêtes, vous avez plus des peignes que des tambourinais? Parce que la peigne, elle fait plus fort, et que les gens deviennent sourds maintenant, ils sont complètement sourds. Bon, donc du coup, ben, au moins vous avez la peigne, et puis tout le monde est content, ça fait espagnol et tout. Bon, mais c'est pas ça du tout. Il y a toujours eu des gens qui jouaient du gambé, qui mettaient l'oreille, et
on vous dit clairement, bon, c'est un thé du mou parce que c'est la guérison du roi. Et on dit, ben oui, il y avait bal au tambourin, donc le tambourin et bal, dans le château, donc à l'archevêché, etc. Et lorsque vous avez des défilés, on le fait avec le fifre. Et donc ils disent galoubé, c'est O-B-E-T, donc presque comme l'écrirait en 1777 le Minine d'Avignon sur son dictionnaire, là, le chanoine de Pélas, bon, galoubé. Bon. Et d'ailleurs, galoubé, il traduit flûte. Maintenant, hein, bon. Et le tambourin, donc, c'est statique. Et quand vous marchez, c'est avec le fifre. Et donc, fifre, c'est très net, c'est le fifre, le pifraille, bon, qui est un mot d'origine allemande, qui veut dire souffler, hein, tout bête, pfeif, c'est exactement ça. Donc, le tambourin, il n'a jamais été question de faire le tour de la ville avec un tambourin. Moi, je vous le dis, parce qu'on ne sait jamais. Voilà. Ceci dit, si vous le faites, tant mieux pour vous, qui est vraiment l'élément, je dirais presque éliminatoire pour nos examens, ça doit vous donner. Bon, si vous êtes dans la rue avec un temps comme aujourd'hui, il ne faut pas espérer que ça peut être. Donc, vous avez une coque mal taillée, vous ne faites pas, et donc vous avez une son de temba. D'où l'invention de la temba qui a initié Manuel dans les années 70 pour justement arriver à mieux se déplacer. Donc, je vais vous faire... Ah oui. Bon, je vais vous faire quand même dans le genre classique donc, de chez nous, c'est-à-dire la notion plutôt baroque, la petite sonate, si je l'ai prise, je la connais par cœur, mais quand même, ah mais non, mais tu ne pas ça. Ce sont les menuets de Courtier de Marseille, qui naît en 43, en 1643, et qui va finir, entre autres, dans les prisons d'Avignon, retenu pour dette. Ah, les musiciens, vous savez, ça n'aime pas trop à l'époque. Hein. À ce propos, je vous rappelle quand même, certainement vous l'avez lu, suite à ce fameux confinement, vous avez dans les années 1760 un ouvrage de monsieur qui s'appelle Xavier de Maistre. Bon, ça c'est autre sujet, mais je vous le dis parce que Xavier de Maistre. Et c'est le voyage autour de ma chambre. Ce monsieur qui était très fortuné avait été retenu pour dette dans sa chambre, consigné chez lui, et donc il a été en quelque sorte encafourné, vraiment confiné. Et donc il a écrit, alors évidemment il avait un domestique, il avait tout ce qu'il fallait, mais bon, et donc il a écrit Voyage autour de ma chambre. C'est un truc extrêmement intéressant parce que vous revivez bien avant, dans ce que va raconter Camus sur la peste, cette notion d'enfermement. Bon. Eh bien, là vous avez ce pauvre Gauthier de Marseille qui va être retenu pour dette et qui a écrit donc Des heures heureuses dans la prison d'Avignon. Voilà. Et ça vous donne une série de 4 menuets, dont les émioles, pour le deuxième, sont au début. Pam, 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 pam. Ça c'est très intéressant, musicalement c'est très intéressant. Évidemment, ce sont des menuets. Bon, il ne faut pas imaginer les danser, mais vous voyez, là aussi, quand on vous joue un menuet, c'est lent. Mais non, à pas menu, le menuet, c'est à pas menu, c'est du Poitou. Donc ça va vite. Hein. Si vous faites lent, ça ne marche pas. Donc les menuets à l'époque étaient à 6/4 et ça se joue à fond de train. C'est pour ça que je roule.
Comme je n'ai pas encore d'arthrite, j'en profite. Bon, donc du coup, voilà, c'est quand même important de le signaler. Mais, vous voyez, stylistiquement, finalement, par Grégory Tambourin, vous arrivez à voyager dans l'histoire de la musique, et c'est quand même très, très important. Celui-ci est un tambourin de Bain, Ferdinand Bain. Alors, vous regarderez après, sans toucher, bien entendu, sans toucher. Bon, vous regarderez après. Ce qui est intéressant, c'est que, vous voyez, sur l'esthétique des tambourins que nous avons aujourd'hui, on est toujours dans cette esthétique de Louis XVI. En gros, fin 18e, on est au BCBG, et vous avez donc des filets d'or qu'on appelle le cacalao, vous avez les rubans, vous avez éventuellement des motifs oblongs, et puis la partie la plus sculptée, effectivement, et ça c'est vraiment quelque chose de chez nous, c'est la partie de la bretelle. Voilà. Et la partie de la bretelle, généralement, c'est comme les épées des académiciens. Vous mettez à la fois votre devise, vous mettez tout ce qui vous est cher, etc. Et donc, vraisemblablement, le commanditaire initial de ce monsieur, je pense que c'était un monsieur, devait aimer les Arlésiennes, chercher l'erreur, bon, c'est normal, qui ne tomberait pas amoureux des Arlésiennes? Sauf que quand on s'y frotte, ça pique partout, les Arlésiennes, c'est presque des hérissons, mais bon, ça fait rien. Oui, non, mais c'est vrai, non toccare, comme on dit, voilà, non li mettiamo comme on dit dans la... Savoir où mettre les mains. Dit le Seigneur à Marie-Madeleine, non li mettiamo ne nous touchez pas. Bon, donc là, vous avez donc une arlésienne, vous avez les grappes habituelles, donc bien sûr les petites pervenches, les toiles là au bout, avec tout un système enluminé, les bandes, donc les raisins, les olives. Et donc vous avez toujours une espèce d'allégorie, on est dans une herméneutique régionale, c'est-à-dire une notion du sud, mais complètement sublimée. Cette herméneutique-là, vous allez la retrouver avec tous les tenants et aboutissants du travail que vous avez dans les codes de sculpture. Et la particularité, alors surtout régionale, bien sûr, et la particularité de notre tambourin, pour celui qui est envoyé, aussi léger qu'il soit, les feuilles, les haies de noyer font à peu près, lorsque tout était vidé, à peu près 2 mm. Donc c'est extrêmement léger, c'est pour ça qu'il ne faut jamais, ce que je disais à Claude, ne jamais les confondre avec un djembé, hein, parce que le djembé, vous tapez à côté, vous passez à travers, etc. C'est d'une finesse absolue. Voilà. Et vous savez, dans ces instruments-là, vous avez toute la métaphore du raffinement de la culture du Sud. Et donc extraite de la méthode de Château-Nicois. Et quand on dit sonate, il faut voir le mot sonare, c'est-à-dire sonner comme un violon. Hein, ce n'est pas la forme sonate. Le premier mouvement de sonate que vous allez avoir dans les périodes classiques chez nous, c'est simplement une musique à sonner, en position au toccata, toccare pour les claviers. Et là, vous avez vraiment dans la délicatesse l'expression, en plus, vous voyez, ce tambourin est marqué remarquablement. Et donc, vous avez en même temps, donc, je dirais, l'effacement
de l'interprète dans la musique, et la notion du tambourin, qui est très embarrassant finalement, mais qui, en termes de son, n'a pas forcément la présence que l'on voudrait qu'il eût dans la notion habituelle. Alors, évidemment, les tambourins, bon, je disais le mauvais goût, mon mauvais goût, vous savez, dans la vraie vie, je suis mignon. C'est bien connu, je ne reconnais personne, même pas mon fils quand je le croise. Bon, du coup, alors on peut s'appeler un peu être distrait, c'est très compliqué. Mais bon, ce qui fait que le myope vraiment est un peu agoraphobe, à horreur du vide. C'est-à-dire on ne voit rien. Alors, c'est compliqué, évidemment. Bon, pour conduire, je vous rassure, pour venir jusqu'ici, j'ai mis les lunettes. Bon, il vaut mieux quand même. Alors, vous voyez, ça c'est un tambourin normal que j'avais dessiné, d'ailleurs qui porte le nom de l'épigone, c'est-à-dire Jean Florent. Il est de 91, comme l'épigone. Et donc le but c'était de demander à Jean-Pierre Magnan le truc le plus complexe possible. Je ne pense pas que je sois torturé ni tourmenté, mais bon, j'aime bien quand c'est compliqué. C'est failli être prof de philo, alors évidemment ça s'explique. Mais vous voyez, tout est fait. Là, dans le travail justement de construction avec Monsieur Monchiffre, donc vous avez toutes sortes d'éléments, notamment les deux sources de la musique provençale, à savoir la source livresque et la source champêtre, en herméneutique. Mais le plus laid, pour les gens normaux, c'est que vous avez le devant. Et ça c'est vraiment marseillais, c'est vraiment de bourgeois, c'est Boeuf qui avait inventé ça, c'est-à-dire, Marius s'est toujours refusé à faire ça. Vous avez des sous, vous vendez du savon et de l'huile, vous avez des ronds, il faut le montrer. Bon, donc vous en rajoutez, vous voyez, et donc c'est le travail de montre. Alors j'adore, même fois. Alors là, pareil, si vous faites l'herméneutique, que je l'avais dessiné, après c'est Magnan qui a repris tout ça, vous avez la source, si vous voulez, la source savante de la musique, vous avez une harpe, que vous avez dans les psaumes, hein, en jeu, qui s'accompagne avec l'instrument à cordes. Vous avez la partie champêtre, donc avec les pervenches, cherchez l'erreur. Vous avez la rose, donc greffée, et puis après vous avez la fameuse corne d'abondance. Et de cette corne d'abondance, vous avez les trois sources de la musique, c'est-à-dire la musique académique avec le luth, la musique d'extérieur avec le bois, donc les instruments de fanfare, et la musique, je dirais presque ctonienne et diabolique, avec quand même une cabrette occitane, auvergnate, mais une cabrette, c'est-à-dire la cornemuse. Et c'est très important parce que vous avez les trois sources. La musique, si vous voulez, elle a un pouvoir de sublimation. Donc c'est pour ça que ça vous aide à prier, à élever l'âme, à vous donner la profondeur. La musique, elle vous divertit, donc c'est la beauté, c'est la fête, c'est l'extérieur. Puis la musique, elle vous interroge. Parce que c'est souvent un peu diabolique. Souvenez-vous, Hans et le Maillon de Gras, etc. Donc c'est toujours cette source un peu qui inquiète. Bon. Et c'est la raison pour laquelle, dans la musique liturgique, depuis les temps anciens, il était impossible d'avoir trop de tierces. Pour les lamentations de Jérémie, par exemple, on a inventé les tierces au XVIe siècle, mais les gens souffraient comme souffrait Jérémie. Vous voyez, il y avait une question de prolongement, c'était très étrange. Votre panneau de devant, vous changez tous les jours. Hein, quand vous habillez. Ah, c'est pareil, quand vous faites plusieurs morceaux, vous changez. Alors plutôt que de changer le tambourin, vous en portez qu'un parce que c'est gros, et donc vous changez le revêtement, vous changez la castillade. Ça, c'est un concept. J'ai toujours adoré ce concept. Je m'en sers, oui. Oui, je m'en sers. Pas forcément ce que je devrais. Là, exprès, comme quand même. Merci de m'avoir invité quand même, hein, bon, parce que ça faisait 2 ans que j'avais plus sorti les trucs, donc là ils ont un peu pris l'air, je les ai poussés, je t'ai rappelé. Ouais, parce que c'est pour ça que vous en profitez. Voilà. Parce qu'autrement, mais par contre, on voit que ça marche naturellement. Vous ne connaissez pas le concept. Hein? Non, vous ne connaissez pas ce concept. Tu connaissais pas celui-là? Non, je ne connaissais pas celui-là. Ah, mais celui-là, et je le sors rarement parce qu'il est lourd, et que j'avais jamais vu. Vous l'avez entendu dire, oh les provençalistes, par pelle d'agace, ça tourne en rond. Alors du coup, pour essayer de conjurer ce son, j'ai fait un tambourin parallélépipédique de section carrée. Bon, donc ça au moins c'est bien, il tourne du tout au rond. Si jamais vous trébuchez dans une de tes balades, là, au moins il roule pas. C'est l'avantage, c'est vrai, c'est ça qu'il faut les escaliers. Alors, l'intérêt du tambourin comme ça, c'est qu'il est très lourd. Bon, c'est vraiment la caisse absolue. Là aussi, c'est Magnan qui a fait, j'ai tout dessiné. Et alors, ça se lit en opposition. Quand vous le regardez comme ça, vous avez la partie décorée, c'est un tapis Renaissance, ça, avec mon chiffre au milieu, bien sûr. Et puis, à l'opposé, c'est une variante sur les feuilles d'acanthe. Complètement. Et alors après, quand vous le regardez en jouant, alors tout est carré, hein, la section des cercles, les boutons, tout est carré, les réglages. Et quand vous le tenez comme ça, vous avez une petite porte là qui s'ouvre.
Et cette porte, elle est supposée... Ah, il faut vous dire que je suis Gémeaux, hein. Bon, ça ne facilite pas la vie, forcément. Hein. Bon, enfin, voilà, et oui, c'est ça. Donc, c'est un jour tout. Toi aussi, tu es Gémeaux, ah oui. Ah non, tu es la même date que Valérie Bigard. Ouais, donc là, vous avez, dans la petite porte, là, vous avez un croisillon qui est un tambourin. Bon, bien sûr, c'est un piège à âme, les tambourins. Vous savez, quand la Pérouse est arrivée sur les côtes du Canada, les Indiens aborigènes ont regardé ça avec des espèces de longues vues dans des feuilles de chou pestilentielles roulées, justement pour regarder arriver. Et c'était le miracle. Donc, parce que ce sont des pièges à âme. Les silènes sont des pièges à âme. Donc là, vous avez cette histoire-là où vous avez évidemment l'ouverture, les anges, etc. Et puis l'intérieur, de l'autre côté, ce que vous ne voyez jamais, c'est tout inversé. C'est-à-dire que les stylobates sont concaves. Vous voyez ? Voilà. Les stylobates sont concaves. La gloriette, vous la voyez en décalé. Les chapiteaux sont plus gros que les bases. C'est tout inversé. Et au lieu d'avoir un socle bien, j'ai mis un sable par terre parce que vous êtes dans l'élévation, voyez, avec les pins, etc. Et quand vous ouvrez, vous avez une galopée de Massette, en croisillon. En plus, c'est classé X, parce que c'est en X. Voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez au milieu, en fait, celui qui joue, c'est le musicien qui joue ça, et donc qui fait l'ébranlement, en quelque sorte, de ces variations. Alors après, il joue, il n'y a pas de problème. Là-dessus, là, bien sûr, il y a la massette qui va avec, que je ne peux pas retrouver. Ça, c'est des déclinaisons sur la forme et sur la matière. Et donc, celui-là s'appelle donc le point carré, évidemment. Bon, voilà. Comme c'est un étui en cuir, très beau, frappé à mon chiffre. Quand je suis allé en Russie, j'ai fait un entre-étui pour protéger l'étui de l'étui. Bon, du coup, j'ai dit, mais c'est absurde. Bon, donc du coup, je m'en suis plus servi. Mais enfin, il a fait ce truc-là. Et alors, ce qui est intéressant, c'est Magnan aussi qui l'a fait, il a déposé le brevet. Alors, ce qui me fait beaucoup plaisir, c'est que, en réalité, personne n'en a demandé dans moins pareil. Donc, c'est le seul. Voilà. Et ce qui est intéressant. Alors, vous voyez, celui-ci, l'avantage, c'est que vous pouvez l'avoir, effectivement, en petite timbale. C'est génial, hein? Bon, et puis vous le dépliez, et vous l'avez en rectangle. Voilà. Pour la photo, c'est bien. Voilà. Bon, après, c'est la timbale, c'est plus rapide. Parce que le fait d'avoir des clous, là, c'est un peu plus compliqué. Toujours à mon chiffre, évidemment, toujours. Et donc, je me suis dit, ben oui, quand on a des pyjamas rayés, on paraît plus grand, donc j'ai fait qu'avec des rayures. Pour la science, c'est plus pratique, alors. Sur les enregistrements que vous avez avec William Christie, ce qu'on a fait au Japon, en Chine, aux États-Unis, j'ai fait un petit tambourin. Alors ce tambourin, vous voyez, c'est un peu le système qu'avait mis au point Mourin, sur ces fameux rideaux américains. Donc vous dévidez votre système, voilà. Bon, là c'est pas très sculpté, mais voilà, c'est pas Magnan qui l'a fait celui-là. Celui-là, je l'ai fait faire par un autre, voilà. Et celui-ci date de 2001. Après, vous le reboutonnez. Ça, c'est le voyage. Hein. Ça, c'est l'Odyssée. Ah oui, celui-là, il met tout dans le voilà, en bagage à main, sans être vu de travers par les gens. Parce que les autres, ils disent, mais qu'est-ce que vous avez dans votre tambourin? Surtout quand tu vas chez les Juifs, ils s'imaginent comme avec de bombes. On les a fait ouvrir, hein? Oui, c'est ça, mais c'est au fada. Donc c'est pour ça. Donc là, voilà. Donc celui-là, et puis dessus, vous mettez le terre-sèche, ça c'est le brevet. Voilà, vous mettez dessus, clac, clac, et ça marche. Et donc vous avez le tambourin de voyage. Ça vous permet d'exporter la culture provençale musicale. Ah, même en avion. Bon, en bateau, ce qu'on fait, mais là c'est vraiment tout à fait. Bon, donc je vais quand même vous faire entendre un peu des pièces un peu actuelles quand même. Et contrairement à d'habitude, où on fait ce qu'on veut, là on fait vraiment ce qu'il faut. Et vous voyez cette timbale qu'a inventé Magnan dans les années 70, c'était pour éviter de se trimballer avec des tambourins précieux, lourds et encombrants. Du coup, on a changé de son. Et ce qui était le chant que vous avez entendu sur le tambourin d'Agaël, cette espèce de son qui est daté pratiquement de 200 ans, hein, bon, qui est cette notion de rondeur, et là vous avez quelque chose de plus percussif.
Bon, il faut aimer, bon là, monsieur, j'ai rappelé un truc, bon. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on peut pousser, c'est ça la technique, et la spéculation, c'est de pousser au plus loin possible les audaces techniques. Vous voyez, et ça vous donne l'idée d'une caresse. Et ça, c'est très français comme style. Bien entendu, vous retrouvez ça après dans les pièces tardives de l'école de Vienne. Mais voilà, ça, c'est déjà en français. Eh bien, alors, Maurice Guy, c'est provençal, bien sûr, marseillais aussi. Il écrit ça dans les années 60, c'est 65 à peu près. C'est de la musique provençale, quelque part, puisque c'est pour Galoubet. C'est vraiment conçu pour Galoubet. Mais en même temps, le langage référent est un langage universel et français.
Vous voyez, c'est une inspiration bien particulière. Alors, évidemment, il y a un tambourin, ben oui, il y a un tambourin, il y a une mélodie, et c'est ce genre de choses qu'on ne peut pas forcément jouer partout. Bon. Bien.